Bienvenue à tous, bienvenue au Forum des lecteurs pour celles et ceux qui nous ont rejoints. Le thème commun aux trois auteurs qui sont avec moi aujourd'hui, ce sont les femmes. Des femmes en souffrance, des femmes en lutte contre les hommes ou contre elles-mêmes, des femmes en proie à plusieurs formes de violence, le harcèlement moral, les insultes, comme chez Amélie Cordonnier dans Tranchées, paru chez Flammarion, la désillusion amoureuse, la drogue, la dépression à la limite de la folie dans le très troublant « Je tue elle » d'Adeline Fleury aux éditions François Bourin, et le viol monstrueux et indélébile dans Le Malheur du bas d'Inès Bayard, paru chez Albin Michel. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Merci d'être là. Ça marche? Oui, ça marche. Les micros marchent, tout va bien. Adeline Fleury, je commence avec vous. Alors, vous êtes journaliste pour Le Parisien, écrivain. Ce n'est pas du tout votre premier livre. Vous avez déjà consacré 2 essais aux femmes et à la féminité, dont votre petit éloge de la jouissance féminine. Tout à fait. Et dans Je tue elle, vous disséquez une rupture. On suit une femme qui tente de revivre alors qu'elle se consume de l'intérieur. Son compagnon l'a quittée. Et elle passe en signe tous les signes avant-coureurs en fait, qui dégradaient sa relation, puisque même si elle était folle amoureuse de lui, c'est une passion. Elle ne peut s'empêcher de réécrire l'histoire, de revoir aussi les signes qui peut-être auraient dû l'alerter. Et puis elle est allée se mettre au vert, si je puis dire, ou se mettre dans l'eau, les pieds dans l'eau. On la trouve au début du roman. En train de creuser le sable pour essayer de se purger l'esprit, même de devenir quelqu'un d'automatique, presque un robot. Vous aviez envie d'écrire sur une femme amoureuse, une femme désespérée. Ce qui vous intéresse, c'est plus l'après. Oui, en fait, je suis partie de... Ma démarche, c'était plutôt de faire l'autopsie d'une passion et de partir d'abord par la fin de cette passion, ce moment où on sait que de toute façon, elle ne pourra plus jamais revoir cet homme. On est avec elle sur une plage, comme vous le dites. Elle veut se laver de cette passion. Elle l'a dans la peau, cet homme, à tel point qu'elle éprouve le besoin de renouer avec les éléments liquides, le sable, la mer. Elle devient obsessionnelle, elle pêche la palourde, elle gratte les coquillages, elle cherche les coquillages, elle veut débusquer ce qu'elle appelle la palourde suprême. Tout ça pour se vider la tête, se vider la peau, se vider les os de cet homme-là. Et après, donc ça c'est un jeu très souffrant, très troublant, qui va progressivement retracer cette histoire qui de toute façon était vouée à exploser en vol. Et on va se mettre dans la peau aussi, dans la tête de l'homme. C'était important de l'autre côté. Le tu. C'est un tu. J'ai pas voulu écrire en fait un livre contre les hommes, un énième roman d'une nana en souffrance qui va se venger de l'homme qui l'a quittée. Non, cette femme-là est une femme que je qualifierais d'absolue, de femme totale, passionnée. Elle veut tout de cet homme-là. Et cet homme-là, il n'en peut plus. Il ne peut plus la supporter physiquement. À mesure qu'il est avec elle, il perd de l'audition. Et dans la vie, cet homme, il est ingénieur du son, donc c'est très embêtant pour son travail. Et chaque fois, il retombe dans les griffes de cette femme qui, par cette passion surpuissante, cette relation très charnelle, va l'étouffer et peu à peu peut-être aussi étouffer sa libido. Alors, c'est tout sauf une femme raisonnable. Quand on vous lit, on a l'impression de renouer avec des femmes dans la littérature, comme Anna Karénine de Tolstoï, comme même, ça m'a fait penser à Michel, jouée par Juliette Binoche dans Les Amants du Pont-Neuf. Enfin, c'est une femme qui va jusqu'au bout de ses pulsions, de sa passion, et qui ne choisit pas, évidemment, le chemin le plus simple. Oui, parce que je pense que la passion et la raison, c'est totalement opposé. Et cette femme-là, elle a conscience de sa folie aussi. Et elle veut aller au bout, jusqu'au bout, vivre cette histoire jusqu'au bout, quitte à perdre un peu d'elle là-dedans. Parce que c'est une histoire d'aliénation aussi. Et il y a la troisième occurrence. Voilà, elle. L'autre, l'actrice avec un grand A, l'autre avec un grand A. C'est-à-dire, c'est une femme, on sait qu'elle est brune, on sait qu'elle est plutôt méditerranéenne, qu'elle est forcément fatale. Mais on n'a pas énormément d'informations sur elle non plus. Oui, alors cette actrice, cette autre, j'essaye d'en faire un espèce de double inversé
du jeu qui souffre. C'est une femme à la fois jalousée par cette première narratrice et en même temps désirée. On ne sait pas... voilà, c'est l'ex-femme de l'amoureux et de Tu. Et il y a un jeu de fluidité sexuelle aussi entre ces trois personnages. On ne sait plus très bien qui désire qui et on ne sait plus très bien qui est qui. Et on se demande à la fin si finalement je et elle ne seraient pas la même femme. Voilà, c'est un double inversé. On va laisser les lecteurs et les lectrices se poser la question, se décider. Et c'est vrai qu'il est question de fluide dans votre livre. Vous disiez au début qu'elle retourne dans la vase, elle creuse, elle a besoin de se laver. Mais il est beaucoup question de fluide. C'est un livre qui est très physique, très charnel. Ça aussi, c'est quelque chose que vous vouliez imprimer. Oui, d'autant que mon tout premier texte que j'ai publié, comme vous le disiez, c'est un petit éloge de la jouissance féminine, donc avec une histoire un peu particulière. Je raconte l'histoire d'une femme qui n'a jamais joui avant l'âge de 35 ans et qui se révèle par cette découverte, ce bouleversement charnel. Et j'ai voulu mettre dans Je tue elle aussi des scènes de sexe assumées, parfois crues, parfois poétiques, pour qu'on comprenne de l'intérieur, qu'on vive vraiment avec cette femme ce qu'elle a ressenti dans sa peau et ce besoin de se laver. Oui, une écriture charnelle, une écriture... les fluides, la mer, la marée, je parle de sueur, je parle de sperme, je parle de tout ça, de tous ces sucs mélangés qui font l'amour et la pulsion de mort aussi, peut-être. Sur ce point, vous rejoignez votre voisine, Inès Bayard, qui vous aussi, vous parlez de fluide et de suc. Vous mettez les mots là où parfois ils font même très mal, puisqu'on n'est pas du tout dans la même configuration que chez Adeline Fleury. Le malheur du bas donc, est votre premier roman. Vous êtes, je crois, la Benjamine de cette table. Oui. Et vous ouvrez le roman sur une scène très difficile, très dure. Donc on voit une famille attablée avec la mère, le père et le petit garçon. Et ils finissent empoisonnés. C'est une ouverture peut-être qui m'a fait penser à d'autres aussi, au roman de Leila Slimani, Chanson douce. C'est des livres où on rentre par effraction tout de suite de manière extrêmement brutale. Et ensuite, vous remontez le temps. Et vous avez, vous, une écriture peut-être un peu plus clinique que celle d'Adeline Fleury, mais où toujours les mots ont un sens, où vous voulez absolument décrire les choses sans ellipse. C'était important pour vous de marquer les choses au point de faire 2 pages sur le moment du viol, puisque votre héroïne va être violée, et que vous allez imprimer cela pendant 2 pages et demie, je crois, pour donner une sensation de malaise au lecteur, qui est absolument voulu, j'imagine, de votre part. Oui, c'était voulu. Bon, c'est-à-dire que quand on écrit, on se pose la question de la façon la plus précise des mots à mettre dans ce qu'on écrit. Alors après, la première scène inaugurale, c'est ce qu'on appelle une prolepse. Donc c'est un moyen en fait de faire entrer le lecteur immédiatement dans l'atmosphère du roman. Donc cette scène est extrêmement importante puisqu'elle marque le lecteur dès le départ. Et puis ensuite, progressivement, on rentre dans l'histoire de cette femme qui va subir un viol de son directeur de l'agence bancaire dans laquelle elle travaille. Et là encore, si je n'avais pas utilisé les mots justes pour décrire la façon dont cet acte criminel est effectué, ça aurait été difficile de continuer ensuite sur la lancée de ce roman. Donc oui, les mots ont, quoi qu'il arrive, toujours une importance. Et il faut les choisir, il faut savoir de quelle façon orienter le roman pour que le lecteur puisse avoir l'impression la plus juste possible sur les personnages et sur la situation, sur la narration. Cette justesse, on la sent dès le premier chapitre, dès la première scène, le prologue, avec cette phrase que vous avez, puisque dans le prologue, on ne sait pas ce qui est arrivé à Marie, on ne comprend pas pourquoi ce drame a lieu, et vous êtes aussi la toute-puissante narratrice qui sait, elle, omnisciente, ce qui s'est passé, et vous avez juste cette phrase: il n'avait existé qu'un seul drame dans sa vie,
suffisamment fort pour passer à l'acte. Donc en fait, d'un côté, vous laissez imaginer que ce drame est absolument épouvantable, mais en même temps, vous ne voulez pas donner d'excuses non plus. Vous dites que vous sous-entendez aussi qu'elle a eu une vie agréable avant ça et qu'il n'y a eu qu'un seul événement. Oui, mais oui, donc en fait, c'est toute la vie de cette femme va basculer à partir du moment du viol, mais tout le rapport au corps que j'exploite dans ce livre est un rapport à ce qu'elle va découvrir par la suite, c'est-à-dire l'exploration de son propre corps à travers, malheureusement, ce drame qui s'est passé dans sa vie. Donc le malheur du bas, ce n'est pas uniquement le récit d'après son viol, c'est aussi la révélation de son propre corps à elle-même, la façon dont elle va se rendre compte seule, entourée de sa famille qui finalement ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. Ne voit rien. Mais donc, ne se pose pas non plus de questions, ne lui en pose pas vraiment. Sa famille commence à se poser des questions vers la fin du roman, mais on se rend compte qu'il y a c'est un roman à la fois sur le corps, mais aussi sur l'entité familiale, c'est-à-dire que les personnages qui vont l'entourer, que ce soit son mari, que ce soit sa mère, sa sœur. C'est aussi un roman, je crois, sur la manière dont on évolue comme ça dans le cercle familial et de quelle façon les relations que l'on croit sacrées ne le sont peut-être pas au regard du silence qui est entretenu sur certaines périodes de notre vie. Je crois que c'est une erreur de considérer qu'un membre de notre famille, parce qu'il nous est physiquement, génétiquement associé, associe par là même aussi la logique de tout comprendre immédiatement, instinctivement, alors que cette femme qui garde le silence n'a plus aucun point d'attache avec cette famille et donc se retrouve dans le mensonge comme ça, à entretenir une sorte de psychose qui petit à petit va la mener à la mort, et ça on le sait dès le départ. Dans le roman d'Adeline Fleury, vous utilisez le mot sorcière, et c'est vrai qu'il y a aussi cette idée dans votre livre d'une transformation de l'héroïne, une transformation de ces deux femmes, l'une par la passion, l'autre par le drame, parce qu'on a perpétré un crime contre son corps, et du coup, elle n'est plus du tout la Marie qu'elle connaissait même à ses propres yeux. Elle change du tout au tout. Elle se découvre autre. Oui, elle se découvre au fur et à mesure que le temps passe, mais c'est une découverte sur son propre corps, sur sa propre condition de femme qui est extrêmement douloureuse et qui la plonge dans une destruction lente et aussi dans une sorte de psychose comme ça face à tout le monde. Donc c'est une destruction lente en fait. J'ai lu dans une interview que vous aviez donnée que vous aimiez particulièrement Elfriede Jelinek, oui, que vous admiriez son œuvre, oui, et que c'était aussi une œuvre atypique en France, oui, et que vous aviez voulu écrire sur un sujet qui était peu abordé par les romanciers français. C'est pas que la question de l'agression sexuelle ou du viol est comment on considère le corps de la femme. C'est que quand on commence à étudier les textes germanophones, donc les textes allemands, avec alors il y a Ingeborg Bachmann qui a été une des chefs de file comme ça de la littérature allemande d'après-guerre. Et en Autriche, on retrouve Elfriede Jelinek qui, elle, traite la sexualité féminine d'une façon tout à fait extraordinaire. Enfin, en même temps, c'est extrêmement violent. Quand on lit La pianiste, qui est son roman le plus connu, mais quand on lit aussi Lust ou Les Amantes, on se rend compte qu'il y a une proximité au corps qui est très très différente de celle que l'on retrouve dans la littérature française. Et donc moi, ayant une grande passion pour la littérature allemande et plus particulièrement la littérature autrichienne, je me retrouve dans ces auteurs-là. Mais ça ne signifie pas que le sujet n'a pas été traité par d'autres auteurs français, mais j'ai moins trouvé ce rapport au corps, au physique, dans la littérature française. Donc je me raccroche comme ça à une littérature germanophone. Ouais. Finalement, pour qui avez-vous écrit votre livre? Est-ce que c'est plus pour les femmes, pour qu'elles se retrouvent dans votre livre, que vous puissiez partager avec elles des choses qu'elles auront pu ressentir, ou au contraire pour les hommes, pour leur dire lisez, regardez?
Ce livre, c'est pas un livre qui est écrit tout spécialement pour les femmes. C'est aussi un livre qui est écrit pour les hommes. Enfin, c'est écrit pour tout le monde, en fait. Il n'y a pas de... Après... Vous n'aviez personne en tête en vous disant ce sera peut-être un manifeste pour alerter les hommes sur des situations, non. Pour dire peut-être que la femme qui est à côté de vous, que vous croisez tous les jours, a été... Non, en fait, ce qui se passe avec ce roman, qui, moi, me dérange... Enfin, me dérange et ne me dérange pas. C'est-à-dire que quand on soulève comme ça des problématiques aussi... actuelle que l'est le viol en ce moment, mais qui n'est pas une problématique actuelle, qui est une problématique actuelle au regard de tout ce qui se passe en ce moment avec les mouvements féministes qui prennent plus d'ampleur dans les médias. Moi, je fais un roman, c'est-à-dire que je crée des personnages, je crée des situations qui, certes, peuvent exister dans la vie, mais je n'ai absolument pas fait un traité féministe, mais... indirectement, ces problématiques apparaissent comme des problématiques féministes. Mais de toute façon, dès qu'on commence à parler du corps féminin, dès qu'on commence à soulever certaines questions, notamment celle du corps et du fonctionnement physique du corps, il y a toujours des levées de boucliers. Mais ça, c'est malheureux et en même temps, ça change pas tellement. Enfin, mais j'ai pas écrit ce livre pour faire quoi que ce soit. Je l'ai écrit pour roman. Vous d'abord. Ouais, voilà. Je vois vos voisines opiner du chef. Donc, Adeline Fleury, vous voulez peut-être ajouter quelque chose ? Non, par rapport au roman d'Inès que j'ai lu, et ce qu'on peut faire toutes les trois ici, je pense que y a pas on ne pense pas à un public, à un lectorat féminin ou masculin. On écrit, on délivre, et peut-être par rapport à nos livres, la fiction est aussi forte pour faire passer des messages qu'un traité, qu'un essai, qu'un manifeste militant sur ces thématiques-là. Mais il en faut aussi. Mais la fiction a peut-être encore un pouvoir au-dessus pour faire réfléchir par l'évasion, par la réflexion, par une autre forme d'analyse. Et oui, et le corps féminin est un peu l'objet de pas mal de crispations, de stigmatisation. Et forcément, ça arrive au cœur des fictions aujourd'hui, et c'est une bonne chose. Amélie Cordonnier, vous n'allez pas dire le contraire, puisque vous aussi, vous tapez dans un sujet tabou. Taper dans le sujet, c'est le cas de le dire. Puisque vous, il ne s'agit pas d'une violence... Mais je ne tape pas, parce qu'il n'y a pas de violence physique dans mon roman. Exactement, c'était ma transition. Mais regardez comme ce mot, finalement, est assez violent lui-même. Oui. C'est assez tranchant comme mot aussi, je dois dire, si je rebondis sur votre titre. Je crois que vous aviez cherché assez longtemps un titre et puis que ça vous a paru, entre votre éditeur et vous tourniez un petit peu autour. Donc vous, pas de violence physique, mais une violence morale, un harcèlement moral et une violence verbale. C'est une violence verbale c'est l'histoire donc d'une jeune femme qui, par 2 fois dans sa vie, à deux époques différentes, se fait insulter par son mari. Et en même temps, c'est pas une configuration très, très classique où le mari est facilement condamnable, puisque vous le montrez aussi sous des tours très amoureux. C'est une histoire d'amour quand même, en fait. Il y a des très très belles scènes dans votre livre. La scène de l'avion est magnifique, au moment où ils apprennent qu'elle est enceinte. Donc c'est un couple, comme il en existe beaucoup sûrement, mais c'est quelque chose que l'on cache, puisqu'elle en a honte, cette jeune femme. Donc elle ne se confie pas. Donc elle est un peu comme Marie. Finalement, elle ne peut pas se faire aider par la famille proche. Et 7 ans plus tard, le mari recommence, il récidive. Il avait cessé. Et là, elle se pose la question, elle se dit vraiment là, maintenant, je dois trancher. Je dois choisir, rester ou partir. Oui, c'est ça. Donc, pour en revenir à la question du début, donc sur vous aussi, le sujet tabou que vous vouliez aborder, est-ce que vous avez d'abord écrit un roman en ayant cette idée qui vous est venue, ou est-ce que c'était quand même un petit peu féministe ou polémique ? Alors, je le dis tout de suite parce qu'on me demande toujours si c'est ma vie que je raconte. Donc non, c'est pas ma vie que je raconte. Je ne voulais pas demander. Mais je le dis, comme ça c'est fait. C'est vrai que la violence verbale, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et c'est vrai aussi que si je dis que j'ai entendu des mots un jour dans ma vie comme des couteaux. Pour reprendre la métaphore de trancher, vous me disiez tout à l'heure, à la fois trancher, c'est à la fois décider, et à la fois il y a cette métaphore des mots comme des couteaux. Ce que je voulais en fait, c'était parler de réussir à transcrire dans un livre
parler de la violence verbale. C'est pas si facile, parce que la violence verbale, elle a ça de spécifique que c'est une violence sourde, qui s'exerce effectivement, comme vous l'avez dit, toujours en secret, dans les maisons chauffées, une fois la porte fermée. Sa spécificité, c'est qu'elle ne laisse pas de traces. Or, ces blessures ont beau être invisibles, elles sont bien là. Et le défi, c'était de dire comment, dans un livre, je vais réussir à parler de cette violence-là, qui suscite la honte, qui suscite l'effroi. Et en même temps, ce livre, il s'agissait de raconter une histoire d'amour. Je ne voulais pas écrire un réquisitoire contre un homme. S'il n'y avait pas d'amour dans ce livre, ça serait tout de suite fait, quoi. On se dit, mais il n'y a qu'à partir. Ce serait facile. Elle serait partie la première fois tout de suite. Alors, c'est compliqué parce que cet homme, comme vous l'avez dit, elle l'a choisi il y a 20 ans. Elle a 2 enfants avec lui. Quand il se tait, il peut être absolument charmant. Sauf que les mots débordent de lui. Et quand les mots débordent et l'inondent, eh bien, c'est terrible parce que c'est... toute cette violence qui déferle sur elle. Je dis toujours, c'est pas parce qu'un homme ne frappe pas qu'il n'est pas violent, c'est pas parce qu'une femme ne crie pas qu'elle tombe pas, et c'est pas non plus parce qu'il n'y a pas de bleu sur la peau que les mots laissent pas de traces. À tel point que donc la première fois, elle a fait une dépression. Elle a réussi à sortir de cette période-là, d'être vainqueur. Et puis 7 ans plus tard, elle a une fille, après avoir eu un garçon. Et là, à nouveau, la même scène se reproduit. Et là, elle est plus ferme, elle décide qu'elle ne va pas se laisser faire. Et on voit tous les allers-retours qu'il peut y avoir dans le raisonnement. C'est aussi toute une vie qu'elle résume, puisque comme tout couple peut-être qui va divorcer ou qui est sur le point de divorcer, c'est aussi une porte qu'on ferme, choisir d'aller à droite plutôt qu'à gauche. Vous montrez la difficulté de se séparer aussi. Bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, comme il y a de l'amour, c'est pas facile. Il y a à la fois des moments de grande douceur qui succèdent à des moments de grande violence, donc c'est pour ça qu'elle ne sait pas quoi faire. Ensuite, la problématique que j'avais à cœur, au-delà de la deuxième chose dont je voulais parler, qui m'intéresse beaucoup, c'est parler de l'héritage de la violence verbale. On demande souvent à une femme, et d'ailleurs je regrette parce qu'on demande plus souvent à une femme qu'à un homme, qu'est-ce que vous voudriez transmettre à vos enfants ? Or, le problème avec la violence, quelle qu'elle soit d'ailleurs physique ou verbale ou psychique, c'est qu'on en hérite malgré soi. Donc cette femme qui a 2 enfants, eh bien, c'est à la fois pour eux qu'elle reste, et pas un pour eux qui veut dire à cause d'eux, malgré eux, mais aussi pour eux qu'elle veut essayer de se sauver pour les préserver de toute cette violence. Parce que quand on parle souvent de violence conjugale, moi je préfère parler de violence domestique, parce que le principe, la spécificité aussi, l'autre spécificité de la violence verbale, c'est que quand les mots tombent dans une maison, quand ils ricochent, ils éclaboussent tout le monde, ils éclaboussent pas seulement la femme qui les endure, c'est les enfants aussi qui les entendent, qui les subissent, et qui de ce fait ne sont pas seulement les spectateurs en fait de la violence verbale, mais sont les acteurs à part entière. C'est pour ça qu'il est très compliqué de trancher. Sur la forme, votre roman est également très très intéressant, puisque vous avez mis une distance entre vous et le lecteur, vous, la narratrice, puisque vous dites tu. Oui. Donc vous n'êtes pas rentré totalement dans la peau de cette femme. Je ne suis pas rentrée dans sa peau, je suis rentrée dans sa tête. Donc à partir du moment où un jour j'ai entendu cette voix, en fait j'écris la nuit, et donc un jour j'ai entendu tu, et j'avais été un peu coincée quelque temps, et à partir du moment où j'ai eu ce tu, alors j'ai douté de tout, mais sauf d'une chose, que c'était juste parce que j'entendais cette voix. Quand on va mal, on s'encourage souvent. On se dit, ça va aller ma belle, ça va aller, on se tutoie. Il n'y a qu'à entendre d'ailleurs les sportifs sur les terrains de tennis, ils se tutoient aussi. Les enfants, quand ils jouent, ils se tutoient. Le tu, c'est le pronom qu'on utilise pour se parler à soi-même, pour se donner du courage. Donc à partir du moment où j'étais dans sa tête, moi en écrivant, et où du coup on l'est aussi en lisant, c'est le tu qui s'est imposé d'entrée de jeu. Donc c'est pas une apostrophe au lecteur, ce tu, c'est plutôt le personnage qui se parle à lui-même, même si de fait, on me dit souvent « Ah, je me sens interpellée », alors tant mieux, puisque si on se sent interpellé, c'est sans doute qu'on se sent concerné par l'histoire de cette femme. Et Inès Bayard aussi, vous interpellez complètement le lecteur. Là, c'est dès le départ, vous essayez de planter le décor en disant « Attendons avant de juger, essayons de comprendre pourquoi cette femme en est arrivée là ». Oui, mais la place du lecteur dans mon roman est assez ambiguë. Enfin, elle est assez inconfortable, je dirais. Mais pour 2 raisons, en fait. C'est parce que moi, en tant que narratrice, je pose les choses et je dis ce qui se passe dans la tête de cette femme, dans son corps, mais elle garde le silence dans le livre. Donc, du coup, les personnages qui sont en face d'elle
ne comprennent pas ce qui se passe. Donc le lecteur se retrouve dans une situation inconfortable de savoir ce qui se passe sans que les personnages, eux, sachent. Et je crois que cet inconfort crée en fait toute l'atmosphère du récit. Et en effet, dans certaines pages, j'interpelle directement le lecteur sur la condition de cette femme et je le mets un peu en face de certaines contradictions du roman. Il y a une chose qui m'a amusée, moi, qui m'a interpellée, c'est une chose commune entre le livre d'Inès et le mien. D'ailleurs, à un moment donné, vous l'écrivez très bien, on ne sait jamais ce qui se passe dans les couples. Et moi, c'est ça aussi, l'histoire de cet homme. J'ai placé en exergue de la première partie une citation extraite d'une chanson de Barbara qui traverse tout le roman. Cette chanson, c'est « Si la photo est bonne » et qui dit « Il n'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin ». Et il y a ça de commun dans les histoires de violence qu'on raconte, c'est qu'effectivement, c'est toujours dans le secret qu'elles s'exercent. Et elles sont insoupçonnables. Et c'est parce qu'elles sont insoupçonnables à l'extérieur que le lecteur se trouve dans une position ambiguë et assez anxiogène, puisque lui, il sait ce que l'entourage des personnages ne sait pas. Toutes les trois, vous avez écrit des romans assez lourds, assez anxiogènes, vous avez dit le mot vous-même. Est-ce que ça a été compliqué, cette période d'écriture? Là, je pose la question aux trois. Non, moi j'allais dire que c'était une période de grande libération, justement, bon, c'est un peu classique de dire ça, banal, de catharsis, évidemment, on en passe par là. Mais moi, je me suis vraiment amusée. On parlait du tu de chez Amélie, notamment. Il y a une mouche qui m'attaque. Je me suis vraiment amusée à me mettre dans la peau de cet homme, ce tu-là. C'est ça qui m'a plus procuré de plaisir. Le challenge, il était là, voilà, pour vous. D'arriver à me glisser dans la peau de cet homme-là qui dissèque aussi ce que cette femme projette dans sa vie et ce qu'il rejette lui. Voilà, c'était un vrai bonheur de me mettre dans la peau d'un homme. De l'accompagner pendant ces mois d'écriture. Et après, oui, il y a des scènes un peu... Il y a de la violence aussi dans ce livre, des scènes assez d'aliénation de ce personnage féminin qui... Elle se bat contre elle-même aussi. Elle se bat contre elle-même, elle se bat contre son corps, elle lacère son corps. On parlait de liquide, il y a du sang aussi dans ce livre. Là, ça a été beaucoup plus douloureux, mais j'ai eu besoin vraiment de disséquer cette passion jusqu'au sol, à ras le sol, à ras le sable, à ras la terre, toucher le fond pour ensuite en sortir peut-être apaisée, j'espère. En fait, c'est une femme tourmentée au début et finalement une femme solaire à la fin. Enfin, j'espère que c'est ça, c'est un livre lumineux sur la fin, mais violent. C'est vrai que l'épilogue est apaisant. Bon. Et vous, Inès Bayard, est-ce que ça a été compliqué, cette période d'écriture? En plus, c'est une première expérience ou vous aviez déjà écrit avant des romans qui n'ont pas été publiés? Non, c'est mon premier roman. Ce qui est... Enfin, je sais pas, après, je peux parler que de mon expérience, mais moi, quand j'écris, en tout cas, je me pose pas... Je me pose pas de questions émotionnelles, c'est ça qui est un peu étrange, c'est que malgré la violence du texte, malgré la violence de ce qui arrive au personnage, le fait de s'extraire comme ça, de prendre l'écriture de haut d'une certaine façon, d'essayer de maîtriser au maximum ce qu'on écrit, moi, m'a beaucoup servi pour celui-ci. Je dis pas que peut-être pour les prochains, j'utiliserai peut-être pas la même façon, mais le fait de rester en dehors de la situation de mes personnages m'a permis d'avoir une clairvoyance, je crois, beaucoup plus forte sur les situations que je décrivais. Ce qui fait qu'en fait, les descriptions sont quand même assez cliniques. C'est le terme qu'on emploie le plus souvent dans la critique littéraire, mais elles sont cliniques parce qu'elles sont dénuées de toute émotion au moment de l'écriture. Donc l'écriture devient un geste en soi, mais qui n'a pas de rapport très vif à l'émotion. Je ne suis pas crispée quand j'écris une scène particulièrement violente, ou je ne suis pas détendue quand j'en écris une autre qui le serait moins. Donc mon rapport à l'écriture, il est très maîtrisé, je dirais. Mais il n'a rien d'une souffrance. Mais on peut vivre les émotions et aussi que ça soit très maîtrisé. Moi, c'est le cas. Je ne sais pas si c'est très maîtrisé, mais en tout cas, j'ai tout à fait... moi, c'est exactement l'inverse d'Inès. Mon défi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était de se faire ressentir ce qui se passe quand une femme reçoit comme ça une pluie de mots.
parler de cette violence verbale, et donc très à l'inverse, et puis aussi de qu'est-ce que ça fait sur cette femme, de qu'est-ce que ça fait sur les enfants. Et donc moi, en fait, c'est la première fois aussi, donc j'ai découvert cette expérience. C'est vrai que c'est une sorte de miracle à découvrir ça. Et donc moi, pas du tout, j'ai écrit dans la nuit et j'ai vécu avec mes tripes toutes les scènes, qu'elles soient joyeuses ou qu'elles soient douloureuses. Et j'ai eu cette drôle de sensation, en fait, d'avoir vécu tout ce qui est arrivé à mon héroïne. Et il y a une scène dans le livre, c'est la scène du champ, j'appelle, et ben, quand elle a le nez dans la merde, on appelle un chat un chat, et ben moi je l'ai eu aussi, j'étais dans le champ avec elle, quand le mari est désolé parce qu'il se rend compte qu'il l'a détruit, parce que cet homme s'excuse toujours à chaque fois après, il jure qu'il ne va pas recommencer, il fait de réels efforts pour endiguer sa violence, et donc à chaque fois qu'il était piteux, et ben je l'étais aussi. Quand les enfants mettent des petits pois dans leurs oreilles, et ben je me marrais. Et au contraire, moi j'ai vécu au plus près en fait de chacun des personnages. J'ai jamais pris parti parce qu'il n'y a pas de camp en fait dans ce livre, mais j'ai été tour à tour cet homme, le plus souvent cette femme, et j'ai été aussi les enfants. Et en fait, j'avais plutôt l'impression d'interpréter. Peut-être comme si c'était au cinéma cette femme, et j'ai été aussi les enfants. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens de dire, donc c'est parfait. Vous dites que vous ne prenez pas parti, mais on a quand même plus la version féminine que masculine. Parce qu'on est dans sa tête à elle, en fait. Vous coupez court, par exemple, toutes les explications médicales qu'on aurait pu avoir parce que sur ça m'intéresse pourquoi pas. cette violence. Ça m'intéresse pas. Et là, vous le dites dans le livre, à un moment donné, c'est pas ça la question. Non, c'est pas ça la question. D'abord, dans la vie, on ne sait pas toujours ce qu'on a, et c'est ça qui est très anxiogène. C'est la deuxième fois que je dis ce mot-là. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, dès qu'on a quelque chose qui a un petit peu de travers, on cherche tout sur Internet. Ah, qu'est-ce qu'on a. Et c'est très rassurant dans la vie quand on peut mettre un mot MOT sur des mots MAUX. Mais voilà, là, on est dans un roman. Dans la vie, c'est d'ailleurs, il arrive qu'on ne sache pas ce qu'on a. Et c'est beaucoup plus, du coup, intéressant d'un point de vue romanesque qu'il y a un mystère. Cet homme, on ne sait pas ce qu'il a. Elle cherche elle-même, la narratrice. Est-ce qu'il est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette pour dire des insultes? Est-ce qu'il est atteint de troubles bipolaires? Je m'amuse, même si ce n'est pas très drôle, mais j'ai réalisé que... À notre époque, on a à peu près le même âge. À chaque fois qu'une femme, ou même d'ailleurs plus âgée, quitte un homme, on lui dit toujours « Ah là là, c'était un pervers narcissique ». Et en fait, en psychiatrie, les pervers narcissiques, c'est quand même assez rare. Et donc, justement, je me suis surtout refusée à vouloir... Je déteste qu'on colle des étiquettes aux gens dans la vie, donc j'en ai surtout pas collé une à cet homme. Et donc, on ne sait pas ce qu'il a. On sait qu'il souffre. On sait qu'il est lui-même victime, en fait, de sa violence. Ça aussi, je trouvais que c'était intéressant. Il essaye de se soigner, il voit quelqu'un... Voilà, exactement. Il est allé voir un psy, il va peut-être encore y retourner. Il est conscient de dépasser les bornes. Il est conscient de lui faire du mal. Il est conscient de faire aussi du mal à ses enfants. Et c'est bien pour ça que les choses sont compliquées. Alors j'aimerais terminer sur une note un peu positive, parce qu'il y en a quand même dans vos romans. Vous avez cette jolie phrase de Nietzsche que dit votre héroïne, qu'il est impossible de vivre sans oublier. Donc en fait, vous posez la question du pardon, ce qui n'a pas été possible chez vous, Inès Bayard. Moi, c'est pas la question du pardon que je pose. La question de l'oubli, la question de est-ce que quand elle doit trancher finalement. Oui, vous avez raison, bien sûr, il y a le pardon en toile de fond, mais en fait, c'est pas tant la question du pardon, c'est que pour pouvoir continuer à vivre avec un homme ou avec des enfants ou avec qui que ce soit d'ailleurs qui vous a rendu malheureux dans la vie, il faut bien essayer d'oublier ce qui s'est passé. C'est même pas tant de pardonner, on a le droit de pas pardonner, mais pour pouvoir continuer à avancer, il faut oublier. Et je trouvais que c'était intéressant aussi de travailler cette problématique, de se dire qu'est-ce qu'on oublie. Tout à l'heure, je disais parfois on transmet souvent des choses qu'on n'a pas envie de transmettre. On se souvient souvent de choses qu'on aimerait oublier et on n'arrive pas toujours à oublier ce dont on aimerait plus se rappeler. Inès Bayard, est-ce que vous êtes sur cette question du pardon qui est finalement absente de votre roman? Est-ce que vous aviez imaginé une autre fin possible? Non, parce que quand j'ai écrit ce roman, je connaissais le début, le milieu, la fin. C'était encore une fois très... C'est très préparé. Oui. La question du pardon dans mon roman, elle arrive de façon... elle arrive avec le lecteur. C'est-à-dire que la question que j'ai eue récemment des lecteurs, c'est est-ce que cette femme est pardonnable ou pas? Est-ce que la question du pardon, pour mon roman, ça serait plus, est-ce qu'elle a des circonstances atténuantes au vu de ce que peut paraître être l'enfanticide, le meurtre, ainsi que le suicide?
La question du pardon, je pense qu'elle se pose plus en rapport avec le lecteur, qui pourrait se demander, est-ce qu'une femme victime d'un viol, avec une telle violence, avec une telle descente aux enfers, avait des choix, avait différentes possibilités pour ne pas finalement en finir avec son enfant, avec son mari et avec elle-même. Ça, c'est la question que je pose, mais c'est plus une question dont la réponse appartient à ceux qui lisent le roman plus qu'à moi. Et puis le pardon, il y a une question de morale dans le pardon, et en fait, moi j'aime à penser que la littérature se moque royalement de la morale. Ben, merci beaucoup, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. J'entends la petite musique de la fin, donc je vous remercie à tous. Et bonne foire de Brive. Vous retournez signer sur vos stands. On peut vous voir, donc les personnes qui veulent continuer la conversation avec vous, c'est sur vos stands respectifs. Merci.